Bonjour à tous. 6 janvier 2024, aux États-Unis, du côté de Portland, un 737 MAX, encore un, a eu un énorme problème et a fini d'une certaine manière en décapotable. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur différents points. Déjà, qu'est-ce que le 737 MAX, la quatrième génération du best-seller 737? Ensuite, que s'est-il passé dans cet avion? Prendre un petit pas de côté et regarder si c'est déjà arrivé dans l'histoire de l'aviation avant d'essayer de comprendre pourquoi un morceau du fuselage est parti et voir si le reportage The Downfall de Netflix, qui s'est focalisé sur cet aéronef, n'est que le début de la chute d'un géant de l'aéronautique. Allez, jingle. Roger ball. Je vais avoir du mal à vous dire du mal du 737 MAX pour une raison très simple, c'est le premier avion de ligne sur lequel j'ai fait ma qualification de type. Chaque pilote de ligne est formé sur une machine, sauf certaines compagnies un peu exceptionnelles, où des fois vous êtes biqualif 330, 350, mais le 737 MAX, nous en avons chez Air Canada. Là, il s'agit du 737 MAX 9, et un avion quasi neuf, qui avait même pas 10 semaines, qui avait effectué 145 vols. Et pour vous donner une idée, cette quatrième génération de 737, en fait, la grosse différence, c'est la motorisation. On est sur du réacteur LEAP, le LEAP B. Le LEAP A, ça va sur les A321 Neo, et on consomme environ 30% de moins qu'un 737 NG, celui que vous avez peut-être déjà pris avec Transavia par exemple. Les MAX, c'est un nouveau best-seller. Vous en avez 1376 qui ont déjà été produits, 4526 sur le carnet de commande et ils sont en compétition avec l'Airbus A320 Neo qui, lui, se vend comme des petits pains. Vous pouvez avoir 138 à 204 personnes dans chacun de ces avions, une masse de l'ordre de 88 tonnes, 20 tonnes de fuel et vous allez pouvoir faire plus de 6000 km à Mach 0,79. Pour information, les longs courriers volent un petit peu plus vite, Mach 0,82, Mach 0,83. Le MAX a forcément fait parler de lui lorsqu'en 2018, puis en 2019, il y a eu 2 accidents qui ont coûté la vie à 346 personnes, Lion Air, puis Ethiopian, accidents sur lesquels nous pourrons revenir sur cette chaîne à cause du fameux MCAS, un système qui avait pour vocation à faire piquer du nez l'avion si celui-ci montait en incidence. Pourquoi? Parce qu'avec des réacteurs aussi puissants et du fait de leur position sous l'aile, quand vous remettez les gaz avec un 737, que vous redemandez la pleine puissance pour interrompre une approche, il a tendance à partir nez vers le haut. Nous en avons parlé sur cette chaîne, c'est arrivé en Russie avec un avion de Fly Dubai. Quand vous remettez les gaz et que vous ne poussez pas violemment sur le manche, il va avoir tendance à monter nez haut, d'où la présence de ce fameux MCAS qui était là pour compenser ce couple accabré. Alors celui-là, il appartient à Alaska Airlines. D'ailleurs, je vous encourage à regarder et à nous dire en commentaire à qui appartenait l'Alaska avant qu'elle soit vendue aux États-Unis. C'est une compagnie formée en 1932 qui a 314 aéronefs, 128 destinations, 23 000 employés, un hub à Seattle. Ils viennent d'annoncer début décembre dernier qu'ils vont racheter Hawaiian Airlines pour quasiment 2 milliards de dollars. C'est une compagnie qui a un vario comparable à un 737 en remise des gaz. Par contre, il faut être franc, c'est une compagnie qui a un kill hors du commun. Le 14 novembre 2020, le vol 66, un 737-700 à Yakuta en Alaska de cette compagnie a tué un ours brun. Et plus récemment, vous en avez entendu parler, car le 22 octobre 2023, sur un vol Horizon, le vol Horizon 2059, un pilote qui était dans le cockpit mais n'était pas en fonction a essayé d'éteindre les moteurs et ce pilote appartenait à Alaska Airlines. Bon, je vous rassure, si j'ai que ça à dire sur la compagnie, c'est que d'un point de vue sécurité, ils n'ont pas eu de soucis. Mais revenons sur le vol 1282. Décollage de Portland à destination de Ontario, Californie, et non pas Ontario, au Canada. Décollage à 17h06 et ils vont faire que 20 minutes de vol, ça va aller très très vite. Vous avez 177 âmes à bord, Souls on Board, SOB, et l'apex est à 16 325 pieds. Ils vont ensuite redescendre. Pourquoi? Eh bien parce qu'une partie du fuselage
va partir. Nous allons le voir dans le détail dans un dernier chapitre, ce n'est pas n'importe quelle partie du fuselage, mais là je vais me focaliser vraiment sur la partie PNT, le personnel navigant technique dans le cockpit. Vous entendez ces échanges radio, ils déclarent une situation d'urgence, la copilote est alors la pilot monitoring, elle fait la radio, elle aide le commandant de bord qui gère la trajectoire de l'avion. Et pourquoi est-ce que vous l'entendez respirer comme ça? Parce que à cause de la dépressurisation, vous devez dans le cockpit mettre un masque sur la figure de manière à éviter l'hypoxie. Rappelez-vous cet avion grec qui avait été perdu à cause de l'hypoxie. L'hypoxie peut tuer sans qu'on s'en rende compte en quelques secondes seulement. Vous pouvez tomber dans les pommes. Et c'est pour ça que tout de suite, les PNT sont habitués à mettre ce masque. Une fois que le masque est mis, on gère la trajectoire de descente. Et ce jour-là, il leur a fallu à peu près 4 minutes pour quitter 16 000 pieds et passer sous la barre des 10 000 pieds. Donc on n'a pas fait une descente à fond la caisse comme on pourrait le voir depuis le niveau de croisière 350. C'est une descente assez souple car en fait, à 16 000 pieds, il y a de la vie sans masque. Après avoir déclenché l'urgence, retour vers le terrain et ça s'est fait en quelques minutes seulement. À un moment, ils ont demandé un petit peu de temps, le temps de configurer l'approche, de préparer l'aéronef à faire l'approche en toute sécurité. Et c'est un posé sans encombre qui a eu lieu à Portland, 20 minutes après le décollage et même pas une dizaine de minutes après cette dépressurisation à 16 000 pieds. Pour la petite histoire, le terrain de Portland est un terrain à usage mixte entre les militaires, il y a l'Air National Guard et des F-15, et forcément l'industrie civile avec notamment un hub pour Alaska et vous avez plusieurs pistes entre 1936 et 3300 mètres de long. Il y a de quoi faire. Alors, est-ce que ce genre de dépressurisation est déjà arrivé par le passé et comment est-ce que ça s'est terminé? Vous vous rappelez peut-être en 1988 de Aloha Airlines 243, un 737, un 200 ce coup-ci, qui avait tout simplement perdu une partie du fuselage. Alors là, malheureusement, une PNC, une hôtesse avait été aspirée dehors, il y avait eu 65 blessés et de nombreuses leçons avaient été apprises sur l'usure de la structure dans une atmosphère humide et chaud. L'avion avait 19 ans et avait des fissures. Un autre cas très connu, c'est celui du British Airways 5390 avec un BAC 111, un avion britannique en 1990 avec le pare-brise du côté commandant de bord qui a sauté en plein vol, le commandant de bord qui a été aspiré à l'extérieur, retenu seulement par ses jambes contre le yoke et il a fait toute une partie du vol coincé à l'extérieur. Au final, il a pu re-rentrer derrière une fois que l'avion était posé, il n'est pas décédé, mais il a été éjecté, donc encore un cas de dépressurisation qui a valu beaucoup de stress au copilote qui a dû gérer tout ça avec son commandant de bord qui tapait contre la vitre latérale. Mais plus récemment aux États-Unis, vous avez Southwest avec le vol 3472, c'était en 2016, un 737-700 qui au décollage de la Nouvelle-Orléans s'est retrouvé à avoir une dépressurisation à cause d'un souci au niveau du réacteur. Et ça a recommencé quelques mois après, c'était en 2018 ce coup-ci, un décollage de New York à destination de Dallas, un 737-700 avec un CFM56, le moteur gauche explose, une partie des débris vient heurter le fuselage, tue malheureusement une passagère qui était là, qui s'est retrouvée à moitié aspirée à l'extérieur de l'avion et fait 8 blessés. Ils étaient au niveau 320 à ce moment-là, et c'est une ancienne de l'aéronavale qui était commandant de bord, une des premières femmes pilotes sur F-18, qui a réussi à poser l'avion, à Philadelphia, en toute sécurité. Et pour terminer, c'est déjà arrivé sur Airbus, sur A321, c'était le 2 février 2016, décollage de Mogadiscio à destination de Djibouti, un commandant de bord serbe, un terroriste, un Sheba, qui fait exploser son ordinateur qui était bourré d'explosifs, le tout à 14 000 pieds, qui fait ce trou que vous pouvez voir dans le fuselage, qui l'aspire dehors. Un seul mort sur cet attentat terroriste, le terroriste en question, qui a été retrouvé à 30 km de Mogadiscio, en mauvais état, malheureusement pour lui. Et l'A321 a pu rejoindre le terrain de Mogadiscio en toute sécurité. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tous ces retours d'accidents ? Eh bien, c'est que ces dépressurisations sont rarement létales. Néanmoins, les équipages s'y entraînent énormément car c'est un danger, il faut bien répondre, bien descendre pour optimiser les chances de survie de tout le personnel à bord. Alors, on va se focaliser un tout petit peu sur ce qui s'est mal passé sur ce vol. Vous avez peut-être entendu parler, les 737 américains sont cloués au sol. La FAA, le régulateur américain, ordonne des tests sur les 737 MAX
neuf. Pourquoi cela? Parce qu'en fait, si vous regardez l'arrière du fuselage, il y a une sorte de prédécoupage pour une sortie de secours qui va être utilisée pour les versions haute capacité. Par exemple, les versions qu'utilise Ryanair. Ces versions haute capacité, pour pouvoir évacuer en moins de 90 secondes avec 50% des sorties de secours, ont besoin d'une sortie de secours supplémentaire qui n'est pas utilisée, par exemple, par Alaskan. Mais tous les fuselages sont prédécoupés à la base pour permettre l'intégration de cette sortie de secours, même si elle est condamnée, car à l'intérieur, vous ne voyez pas de sortie de secours. Ce panneau est alors rempli par un système, par une porte, mais qui ne peut pas s'ouvrir et qui est fixé par 4 boulons. Comme vous pouvez voir sur ces images de maintenance, il y a 4 boulons qui viennent fermer ce système-là. Nous attendons le compte-rendu d'enquête, mais vous vous doutez bien que si certains des boulons ne sont pas présents, ça peut créer des soucis et ça peut peut-être nous amener à avoir ce prédécoupage qui nous quitte en plein vol. Alors, coup de chance, personne n'était assis juste à côté de cette issue de secours non utilisée. Un enfant juste devant s'est retrouvé avec le t-shirt aspiré dehors. Des téléphones portables sont également passés par-dessus bord, si je puis dire. Heureusement, à l'heure actuelle, on a l'information comme quoi personne au sol n'a été touché, mais ça peut être dangereux. Et si vous vous demandez qui fabrique ces systèmes, eh bien ce n'est pas directement Boeing, c'est un sous-traitant, Spirit Aerosystems. Ensuite, les fuselages sont mis sur des trains, partent vers Renton, l'usine de Boeing, où les avions sont équipés et où Boeing est responsable, in fine, que tout fonctionne bien. Spoiler alerte, il y a eu de gros soucis de livraison chez les MAX ces derniers temps, ce qui a amené le patron de Spirit Aerospace à être remercié, accrochez-vous bien, en octobre dernier. Son nom, Tom Gentille. Comme on aime bien le dire dans la chasse embarquée, Gentil, c'est pas un métier. Et il a donc été remplacé par un ancien de Boeing, Pat Shanahan, qui doit être ravi de la crise qu'il s'apprête à traverser. Alors j'en parle sur un ton léger, mais en fait le sujet est très grave. Si vous pensez que c'est encore un énième problème de design du 737 MAX, je vous arrête tout de suite. Pourquoi? Parce que ce système de découpe existe depuis le 737-900ER, depuis 2006. Ça fait donc quasi 20 ans que ce type de système fonctionne avec plusieurs milliers, des dizaines de milliers de vols par jour sans aucun souci. Et d'ailleurs, le concept est également utilisé sur Airbus A321. Donc ça sera à l'enquête et aux régulateurs américains de nous dire s'ils pensent que c'est un souci de design ou un souci de fabrication. Mais je ne vous cache pas que dans l'industrie, tout le monde regarde sur cet avion tout neuf du côté de l'usine de fabrication. Et pour vous donner une idée de l'ambiance, quoi de mieux que cet extrait de Papy fait de la résistance? Il va y avoir de la mutation sur les fronts de l'Est, peut-être pire. En définitive, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet événement aéronautique? En un, c'est rarissime. Ce matin, avec l'équipe, on était dans la 737, j'étais côté hublot, j'ai pas eu peur, n'ayez pas peur, c'est rarissime et comme vous pouvez le voir, il y a très peu de décès à cause de ça. Une fois que le hublot est arraché, il y a une égalisation de la pression, après diminue en température, mais l'équipage va réduire la vitesse pour limiter les efforts sur la structure et ça va bien se passer. Les parachutistes ouvrent les portes sur les avions, ça se passe bien depuis des décennies. Donc, il y a de la vie en décapotable. Et l'autre grosse leçon, eh bien, c'est que oui, il y a de la vie en décapotable, mais en dessous des fameux 10 000 pieds. Alors, si vous vous dites que se serait-il passé le même événement au-dessus de l'Himalaya ou le même événement au-dessus des Rocheuses, l'aviation, l'industrie a une réponse pour vous. Cela s'appelle les escape routes, les routes échappatoires. Vous êtes au-dessus des Alpes, vous êtes au-dessus des Rocheuses, vous êtes au-dessus de l'Himalaya. Si vous avez une panne moteur et que vous êtes obligé de descendre, ou si vous avez une urgence comme ça et que vous devez descendre rapidement, oui, il y a du relief, oui, il faut descendre sous les 3300 mètres, eh bien, il y a des vallées, il y a des endroits qui ont été réfléchis à l'avance. Dans le cockpit, nous avons ces cartes et nous allons prendre le cap pour pouvoir descendre dans ces vallées et aller là où il y a de la vie en décapotable, car vous allez mettre votre masque à oxygène sur le visage. Ensuite, derrière, ça ne va pas durer de manière illimitée. Rappelez-vous le cas de l'Hélios, il va falloir vous descendre sous les 10 000 pieds. Donc, ne vous inquiétez pas, tous ces cas-là sont anticipés. On a bien vu avec la gestion de crise de l'Alaska Airlines que les équipages, que ce soit dans le cockpit, les PNT, ou à l'arrière, les PNC, sont bien formés. L'industrie a appris de tous ces accidents dont nous avons parlé. Laissons maintenant les enquêteurs faire leur travail et nous expliquer ce qu'il y a à changer sur ce MAX 9, sachant qu'à l'heure actuelle,
plusieurs centaines sont encore cloués au sol. Comme vous l'avez vu, on s'est déplacé de manière à prendre un peu de vitamine D. N'hésitez pas à vous abonner. À bientôt sur la chaîne. Il y a énormément de sujets d'actualité. On vous sort tout ça dans les prochains jours. Allez, fly safe.